Hier, on a entériné, j'allais dire un autre Kassaïen. Un Kassaïen de plus, diront certains. On est un peu en train de tribaliser le débat politique ici. C'est chose qu'on doit quand même décrier. Bon, Kadima est là à la tête de la CENI. Déjà, votre réaction par rapport à ça? Vous savez, il y a deux travers qu'il faut éviter. Le premier travers, c'est tribaliser la vie politique. Le Congo n'est pas une tribu, une province, une région. Le Congo est une idée qui rassemble notre diversité. Et je suis de plus en plus préoccupé sur le fait que dans la nature du gouvernement, dans la nature de certains actes et des débats sociaux, prospère un discours qui soit fondé sur le clivage tribalo-ethnique. Ce n'est pas avec ça qu'on doit pouvoir faire. C'est la faute au gouvernement, vous pensez? Parce que vous pointez du doigt. Je crois que la stigmatisation, le débat public doit porter sur les idées, sur ce que l'on va faire et sur ce que les acteurs font. Il ne faut pas qu'on puisse masquer ça par des clivages qui, à mon sens, divisent la nation. Je vais vous donner un exemple. On a entendu ici un débat qui était nauséabond sur cette histoire de la congolité. Je pense que c'est contre tout le sens de notre histoire. C'était contre même la Constitution. J'ai entendu le président de la République et j'avais sollicité que le président de la République puisse donner de la voix sur cette question. J'étais donc heureux d'entendre le président de la République donner sa position sur cette question parce que c'est lui qui doit rassembler la nation. Lorsqu'on a un problème, par exemple, sur la politique de la gratuité, bon, certains disent il y a un problème ou pas. La stigmatisation des appartenances religieuses, parce qu'il y a un problème, plutôt que de regarder les problèmes, on dit non, c'est les catholiques qui provoquent les problèmes, c'est tel qui provoque les problèmes. C'est très mauvais. Le sens de votre question, oui, il y a des nominations qui sont faites et on nomme en fonction des appartenances tribales. C'est très mauvais. Parce que ça, c'est en train de desserrer la nation. Il faut que la politique publique retrouve sa place en disant quelles sont les idées que nous promouvons et qu'est-ce que nous faisons concrètement et qu'entre ce qui est dit et ce qui est fait, cet écart ou ce rapprochement nous permette de nourrir la contradiction politique. Le gouvernement ne fait pas assez dans ce domaine. Vous pensez que l'exécutif actuel est en train plutôt de tirer sur cette corde tribale pour... Non, je ne dirais pas seulement à corde tribale. Moi, ce que je dis, c'est que le pays se divise de plus en plus. Et ça, moi, ça me fait peur. Vous avez nos populations à l'est du pays. Parce qu'on a parlé du Kasaï. Les populations à l'est du pays, quand vous parlez avec certains, je parle avec certains responsables politiques, à l'est du pays, certains de nos collègues, il y a un sentiment d'abandon. Donc il y a une division qui a commencé d'ailleurs au moment des élections parce qu'une partie du pays avait voté, une autre partie n'avait pas voté lors de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, ces populations se sentent véritablement abandonnées pour la plupart d'entre elles. Et c'est une menace à l'unité nationale. Quand vous venez, je vois ce type de clivage kassaïen, anti-kassaïen, tel coin, l'Est, l'Ouest et tout ça. Ce discours qui est en train de prendre va crisper les débats politiques, nous empêcher de voir les vrais problèmes et aller ailleurs. Et les politiques tirent profit de cela quand même. Moi je pense que dans la bouche des dirigeants, je n'aime pas la stigmatisation, je parle des personnes, mais dans la manière de critiquer l'action, les politiques doivent empêcher de stigmatiser des groupes ou d'opposer les groupes les uns contre les autres. C'est mauvais. La politique doit être cette chose qui nous rassemble. Parce que ce qui nous a rassemblés au Congo, c'est l'État. L'État a été premier par rapport à notre sentiment national. Le sentiment national est venu après. Et lorsqu'au milieu de l'État, il y a un discours qui va, ou des actes qui tendent à montrer qu'on est divisé, donc ça pose un problème. Donc je ne voudrais pas, moi, aller sur ce terrain-là. Par contre, parler de la mise en place de la CENI, voilà, l'entérinement. Ce qui est dommage, mais je l'ai dit, ce n'est un secret pour personne. Moi, au sein de mon parti en vol, comme G13 également, nous avons milité... Qui n'a plus rien de G13 quand même. Hein. Pour un consensus. Mais l'esprit reste. Nous avons eu un de nos camarades qui nous a quittés. Vous avez Henri Thomas Lokondo d'ailleurs, dont la loi qui va
qui va être discuté dans les jours prochains portant sur le régime électoral, le système électoral, la loi électorale, porte le nom. Donc, je pense que rien que pour sa mémoire et le travail que nous avons fait en commun, il faut pouvoir continuer cet esprit. Mais ce que je voulais dire au milieu de tout ça, c'est qu'il y a un consensus. On a voulu un consensus. Nous avons obtenu ce consensus de l'ensemble de la classe politique, moins le FCC. Parce qu'à l'époque, le FCC n'en voulait pas. Mais après, on a eu le sentiment que ce consensus a volé en éclats et que ce qui est fait n'est pas fait dans le sens d'unité de tous par rapport à certains principes et à certains... Aujourd'hui, vous en voulez un peu au FCC parce qu'à l'époque, ils n'ont pas voulu et qu'aujourd'hui, ils ont voté la loi sur la CENI. Et actuellement, ils sont en train de remettre cela en cause. Il y a eu deux moments. Je crois qu'il y a eu un moment, les gens n'ont pas réalisé. Lorsque les G13 avions commencé le travail, en disant, nous voulions un consensus, on avait vu tous les acteurs politiques, en ce compris le président de la République, qui avait déjà donné le ton là-dessus. Et je crois que le FCC a eu tort en ce moment-là de ne pas adhérer à la démarche. Parce qu'ils ont contredit la démarche, ils l'ont même contré. Si en ce moment-là, on avait cette voix du FCC, je crois qu'il aurait été possible de faire une chose qui aurait été saine. C'est d'isoler les questions sur lesquelles les gens pensaient qu'il faut un consensus. Et je le répète, il n'est pas trop tard de le faire. Un consensus sur la CENI, un consensus sur la loi électorale et la révision de la Constitution et les processus d'identification des élections. Sur la CENI, il faut qu'on oublie quand même. On va en parler. On va en parler. Il fallait qu'il y ait consensus sur ces 4 éléments pour permettre à ce que le processus électoral en 2023 soit différent de 2018 et encore mieux que celui de 2011. Et je crois que le FCC nous a manqué dans cette phase-là. Peut-être qu'aujourd'hui que tout le monde comprend l'intérêt du consensus, nous devons remettre le couvert pour dire qu'il est encore possible aujourd'hui de refaire le consensus, y compris sur tous les éléments qui restent de la gouvernance électorale, la loi électorale, la révision de la Constitution. Donc vous êtes de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, le FCC, en tout cas une partie de l'opposition qui n'a pas encore envoyé ses délégués au niveau de la CENI, doit le faire, parce qu'on ne peut plus revenir en arrière. La loi a été adoptée. Moi, ce que je veux dire, c'est que lorsque la loi est venue à l'Assemblée nationale, parce que tout démarre là, j'étais quasiment le seul, à quelques collègues, à me battre pour qu'on ait une bonne loi. La loi sur la CENI, c'est de là que vient le problème. Ce que nous avons vécu avec la mise en place de la CENI aujourd'hui est le reflet de la nature de la mauvaise loi qui a été adoptée. J'avais dit à l'époque, il suffisait de créer une divergence parmi les composantes. Et pour que la majorité au sein de l'Assemblée nationale puisse se substituer à tous les groupes et choisir celui qu'il voulait à tel ou tel niveau de responsabilité. Mais ça allait encore beaucoup plus loin. Il y a eu même substitution de la représentation, ça c'est une première, une innovation au niveau de la commission paritaire. Et donc, si on s'était battu pour la loi, et c'est pourquoi il faut se battre sur les principes plutôt que sur les personnes, on s'était battu sur la loi, on aurait une loi beaucoup plus équilibrée et tout ça. Ce combat n'a pas été suffisamment fait. Parce que tout le monde a pensé au moment où on discutait de la loi qu'il suffisait de régler la question, et il faut toujours se méfier des « il suffisait », de régler la question de la répartition. Chacun a vu, ah ben je vais avoir un président, je vais avoir un rapporteur adjoint à le bureau. Le cas de Ensemble, le cas du FCC. Je pense que sans distinction aucune. Et moi j'étais même étonné le jour où je me suis monté à l'Assemblée et j'ai vu cette innovation de Mbosso qui a dit que le rapport qui venait de la CENI, de la PAJ, sur la loi sur la CENI, les amendements des députés ne pouvaient plus porter sur la modification parce qu'il y avait eu un accord politique entre les forces pour que ça soit ainsi. On s'était déjà entendu. Ah, j'ai trouvé ça sidérant. À partir de ce moment-là, moi, j'ai vidé la salle parce que j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à défendre. Mais ça, c'était une erreur fondamentale qu'il ne faut plus poser pour les autres étapes qui restent. Il faut le faire dans un certain état d'esprit de consensus parce que, quoi qu'il en soit, quoi que l'on fasse, il faudra de lois pour assurer la gouvernance électorale. Mais je comprends bien ceux qui aujourd'hui, pour protester, disent ne pas vouloir envoyer
leurs délégués. Parce que c'est parce qu'ils n'ont pas obtenu peut-être les postes qu'ils voulaient. C'est un peu triché. Il faut dissocier. Tant que dans notre pays, on ne va pas dissocier la question de combat de principe avec la question de poste, ma foi, on tournera en rond. Ici, la question des principes, c'était au moment de la loi. On n'a pas obtenu une bonne loi. La loi qui a été faite, elle est même pire que la loi ancienne sur la CENI. De toutes les lois que nous avons connues de la CENI, je n'ai pas vu pire que ça. Donc c'était une mauvaise loi. Moi, je l'ai combattue. Pas voulu, mais au sein de l'Assemblée nationale, il n'y avait pas, si vous voulez, ce combat, parce que tout le monde était porté à penser qu'il suffisait de régler la question de la répartition de postes. Aujourd'hui, on découvre qu'effectivement, cette loi avait des limites intrinsèques qui ne pouvaient pas aider à la mise en place sereine de ce premier pilier du système électoral qu'est la CENI. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition doit envoyer ses délégués à la CENI? Écoutez, je ne suis pas mandaté pour parler au nom de l'opposition. Je crois que les revendications de l'opposition, elles sont fondées, que de pouvoir exiger que nous ayons une CENI puisqu'on doit évoluer, qui apporte les garanties. Puisqu'on doit évoluer, on fait quoi? Qui doit apporter des garanties d'indépendance. Je crois que c'est une revendication tout à fait légitime. Il ne faut pas la disqualifier. Il faut que ceux qui aujourd'hui ne veulent pas envoyer s'expliquent, mobilisent la population aussi. Parce qu'une chose est de dire, comme nous l'avons cherché avec le G13 au sein de la classe politique, un consensus, mais à défaut de ce consensus de la classe politique, parce qu'il s'agit d'une question d'intérêt national, il faut que la population soit mobilisée également pour pousser à ces consensus si la classe politique en elle-même n'a pas le niveau de responsabilité suffisante pour le comprendre. On l'a vu dans d'autres pays et ça a pu marcher. Délice Sanga, vous avez lancé un appel pour la constitution d'un front civique il y a quelques mois de cela, puis il n'y a pas eu d'écho. Et puis Martin Fayulu lance son appel pour la création d'un bloc patriotique, tout le monde accourt, y compris l'Église. Vous êtes si inaudible. Écoutez, l'idée s'était lancée par le G13 en date du 9 juin. On appelait à la constitution d'un front civique avec l'ensemble des forces politiques pour pouvoir défendre le consensus dont nous voyons la menace au sein de la classe politique, que ce soit bien aussi au niveau de l'Union sacrée que des autres composantes. Ce qui se fait aujourd'hui est en droite ligne avec cette idée première qui a été lancée par le G13 et que j'ai relayée, que beaucoup de gens ont interprété à tort. Dire qu'on n'a pas été audible, mais Martin Fayulu lui-même, au moment où on a lancé l'idée le 9 juin, avait trouvé que c'était une idée excellente. Il y a eu des acteurs qui, eux, ont soutenu véritablement l'idée de devoir avoir ce front civique. Donc aujourd'hui, nous sommes contents de voir que c'est une réalité. C'est l'agenda citoyen dont on a parlé au niveau du G13, sous lequel nous étions tombés d'accord avec la société civile et toutes les autres composantes. Aujourd'hui, où est-ce que vous vous situez? Parce que d'un côté, vous demandez le consensus, d'un autre, vous êtes toujours ou pas dans l'union sacrée? Écoutez, on ne sort des ambiguïtés qu'à son propre détriment. Les ambiguïtés, il ne faut pas les entretenir très longtemps. Et je vais être clair avec vous. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a pris sa liberté par rapport à l'union sacrée. À partir du moment où je constatais à l'Assemblée nationale que sur, en particulier, la loi portant sur la CENI, les amendements que l'on avait présentés, l'état d'esprit de la loi telle qu'elle devait passer, j'ai dû sortir de la salle et je n'ai pas continué ce débat parce que, comme je disais à tous les acteurs politiques, la question c'était la réforme de la CENI et non pas sa mise en place qui est venue après, qui n'en est que le reflet. Donc, le premier péché est là. Et aujourd'hui, je vois qu'on s'écarte de plus en plus de cette recherche de consensus. Quand on ajoute à cela notre attitude par rapport au contrôle parlementaire, à la question du RAM, à d'autres questions qui se posent à notre pays, je suis bien obligé de vous dire aujourd'hui qu'au-delà de cette liberté prise, je vais cesser d'appartenir comme tel à cette union sacrée qui est une réalité parlementaire. Parce que l'union sacrée n'est pas un mouvement politique, ce sont des groupes, des députés qui se sont associés pour pouvoir pousser dans un sens. Dès lors que l'on s'éloigne de l'état d'esprit
initial, qui était celui de pousser un consensus sur le processus électoral, de pousser vers la révision de la Constitution, de pousser sur une CENI indépendante, de pousser sur une meilleure gouvernance de notre pays, je crois que je prends mes responsabilités. Je vais cesser, c'est-à-dire, c'est dans les prochains jours. C'est une réalité parlementaire, c'est-à-dire qu'il y a un groupe parlementaire qui s'en réclame. Je vous fais remarquer par exemple que sur la loi concernant la CENI, j'étais contre, tel qu'on l'a orienté. D'ailleurs, en contradiction avec beaucoup de membres, que ce soit de l'opposition ou la majorité, sur ce sujet, parce que je crois que l'esprit initial, il fallait pouvoir le maintenir, d'avoir un consensus qu'il fallait préserver. Notre demande initiale demeure. Donc à partir de ce moment-là, on considère que ce consensus ne peut plus être préservé comme parlementaire, parce que la réalité de cette union sacrée, elle est parlementaire. Donc je vais cesser d'appartenir à ce groupe et de pousser dans le sens qui est poussé aujourd'hui. Pour faire simple, Délice Essanga quitte l'union sacrée. Absolument. Et je vais siéger à l'Assemblée nationale comme un député non inscrit au niveau de l'Assemblée nationale et de rechercher dans le cadre de ce Parlement que le consensus soit atteint sur les autres questions que nous avons, les questions électorales, la question sur la révision de la Constitution et les questions de gouvernance. Vous savez que les gens vont dire que vous avez quitté parce que vous n'avez rien obtenu. Ah, je n'ai jamais été, vous savez, avec votre collègue Loussa Kweno, j'avais précisé à l'époque, bien avant que le gouvernement soit mis en place, que je n'étais pas demandeur, je n'ai pas recherché à avoir une quelconque responsabilité, parce que moi, ce qui m'importe, c'est ce que nous tous les déçus disent ça. Non, les déçus, ce sont ceux qui, après les événements, accourent. Je n'ai jamais été du camp des déçus, j'ai été de ceux qui avons porté sous les fonds baptismaux l'idée qu'un consensus pouvait améliorer les choses. Mais puisqu'il est encore temps de corriger, je préfère conserver ma liberté pour travailler à ce que ce consensus soit fait sur les autres piliers de la gouvernance électorale qui vont venir, que de rester dans une ambiguïté où on dit défendre le consensus qui nous a réunis et agir dans un sens qui est contraire. D'autres risquent de dire que Essanga rejoint Fayulu qui disait que les réformes institutionnelles, les réformes dans le cadre institutionnel ne peuvent pas être possibles. J'ai toujours dit, sans verser dans l'anathème, une différence fondamentale avec Martin. Martin n'a pas reconnu les institutions. Moi, je suis dans les institutions et je les ai reconnues. J'ai dit qu'il y a eu des problèmes et que ces problèmes peuvent être résolus avec le temps. Et je crois qu'il faudrait les résoudre. Et on peut le résoudre. Aujourd'hui, ce qui fait la convergence au sein de la classe politique, c'est de dire nous voulons un consensus sur le système électoral. Et là-dessus, nous sommes d'accord. Mais dire que ces réformes doivent être entreprises en dehors des institutions, je ne le pense pas. Par contre, je suis d'avis que le peuple doit être mobilisé pour pouvoir appuyer en l'absence de prise de responsabilité au niveau de la classe politique pour pousser à ce que ce consensus soit préservé. Parce qu'un processus électoral que l'on veut transparent, inclusif, implique une adhésion populaire, implique une pression populaire. Et nous devons faire comprendre à notre peuple qu'il est le premier bénéficiaire d'un processus comme celui-là et que par conséquent, il doit se mobiliser. C'est comme ça que dans le cadre du G13, nous avons évoqué cette notion avec les forces sociales que l'on a appelée l'agenda citoyen. L'agenda citoyen, c'est la somme de ce consensus sur les principales questions qui touchent à la gouvernance électorale de notre pays et qui doit mobiliser les gens au-delà des clivages politiques, au-delà des couleurs politiques, au-delà de leurs calculs personnels. Et donc, il n'y a pas quelqu'un qui rejoint un autre ou tout ça. Nous avons une ligne que nous suivons et que nous allons continuer à suivre. Qu'est-ce que vous voulez dire à ceux qui vont dire que Délice Essanga vient encore de lâcher son frère? Oh, je n'ai jamais... Vous savez, lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, qui avait la coalition FCC-CAJ, moi j'étais dans l'opposition. Parce que je n'étais pas d'accord avec cette gouvernance qui était mise en place. Nous avons poussé à cette union sacrée, à ces consensus. Je crois qu'il faut continuer à y travailler pour pouvoir avancer et trouver des solutions idoines aux vrais problèmes qui se posent au Congo
et aux Congolais sans regarder les appartenances, ni régionales, ni les appartenances politiques. Parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. C'est l'État, c'est la sécurité, c'est la justice, c'est l'état de fonctionnement de notre décentralisation. Ces questions doivent rester dans la corbeille du consensus au-delà de nos appartenances politiques. Sinon, nous n'aurons jamais rien en commun. 1 minute pour clôturer. Un mot de la fin, c'est 5. Ah non, mais je vous remercie de vous voir ici au Kasaï. Je rappelle ça, j'ai fait 10 jours dans le Kasaï. Ouais. Il faut le faire, hein. 10 jours. D'avoir vu le Kasaï, de l'avoir vu de près, d'avoir parlé avec certaines personnes. Et je crois que c'est une expérience que vous devriez renouveler et de mettre en lumière ce qui se passe ici, ce qui se conçoit, ce qui se fait, ce qui y est